Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Banque Maghreb a publié cette semaine la 20e édition de son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière en 2023. Un rapport qui a été présenté par le wali de Banque Maghreb Abdellatif Jouahri à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce document met en lumière la résilience de l'économie marocaine, une économie qui a su faire face aux chocs externes. Une croissance positive en 2023, un défi subsiste pourtant aujourd'hui, celui de l'emploi qui doit davantage être stimulé. Bilan de l'économie marocaine en 2023, on en parle aujourd'hui avec M. Hassan Arafi. Vous êtes professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohamed V, Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Avec nous également Monsieur Ahmed Azirar, vous êtes économiste et directeur de recherche à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc nous allons commencer par parler de ce rapport et de ce qui ressort, les points essentiels, sans rentrer dans les détails parce qu'on va en parler tout au long de cette émission. Je commence avec vous, Monsieur Arafi. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Quels sont les points essentiels? Comme vous le savez, c'est un rapport, c'est un rituel de la Banque centrale qui a pris l'habitude de produire un rapport, ça fait une vingtaine d'années, chaque année, à travers lequel elle essaie de commenter la situation économique, financière et budgétaire aussi, monétaire aussi, parce que c'est le responsable de la politique monétaire au Maroc, donc dans lequel elle fait une synthèse, une appréciation de la santé de l'économie marocaine à travers la mise en exergue de plusieurs agrégats tels que la croissance, notamment la croissance économique, l'inflation, l'emploi, le marché du travail, les indicateurs de finances publiques, la retraite, etc. Donc, comme vous le savez, la Banque centrale, elle est réputée par son autonomie fonctionnelle et son indépendance. Elle ne fait pas partie de l'appareil gouvernemental ni de l'appareil législatif. Donc, il est mieux placé de donner un commentaire neutre, un commentaire objectif qui représente sa lecture de cette situation. Et bien entendu, l'objectif de ce rapport, ce n'est pas de faire ressortir des recommandations au gouvernement pour mais il donne des alertes. Il donne des alertes à l'appareil exécutif en leur disant attention, il y a quelque chose qu'il faut rétablir, il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Et donc, comme ça se fait dans tous les pays, c'est un rapport de synthèse. Peut-être on aura l'occasion après de mettre en exergue les points saillants de ce rapport à travers les grands axes qu'il avait mentionnés. On va le faire durant cette émission. Monsieur Azirar, donc la synthèse de la santé de l'économie marocaine, une économie qui se veut résiliente. Quel bilan faites-vous et qu'est-ce qui ressort pour vous de ce rapport? Bien, écoutez, pour avoir démarré ma carrière professionnelle à Banque Maghreb il y a quelques années, je constate et j'observe bien entendu les publications de Banque Maghreb depuis des années et je constate à mon grand bonheur la technicité croissante bien entendu des analyses de Banque Maghreb. Bien entendu, parce que l'effort analytique aujourd'hui s'adapte justement au contexte nouveau d'incertitude. Et donc, le Banque Maghreb a développé à travers la jeunesse, d'ailleurs, le staff est à dominante jeune et in sur le plan de l'analyse économique. Et donc, nous constatons effectivement une analyse pertinente, adaptée justement au contexte d'incertitude économique que connaît le monde. Et c'est un point sur lequel d'ailleurs insiste le gouverneur de Banque Maghreb dans ce rapport. Donc en attirant l'attention sur l'instabilité croissante et sur la nécessité bien entendu de prendre en considération cette incertitude à tous les niveaux.
Alors, je crois que le point central sur lequel le rapport de Banque Maghreb met le point cette année, ce sont les transitions. Donc, les transitions, j'allais dire la quadruple transition que connaît le Maroc, la transition économique, la transition sociale, la transition climatique, donc qui doit être gérée, et puis la transition également digitale. Donc je crois que c'est un peu autour de ça, sachant que ce n'est pas l'objectif du rapport de Banque Maghreb n'est pas seulement d'analyser, bien entendu, l'économie nationale, faire le bilan de l'année sous revue, cette année 2023 en cas d'espèce, mais c'est aussi l'objectif est d'analyser, bien entendu, la situation monétaire, qui est son domaine, bien entendu, de gestion privilégié, mais également une partie dans laquelle le rapport donne la situation de Banque Maghreb, les comptes de Banque Maghreb et bien entendu les analyses et les présente parce que il doit également, ce rapport, présenter la situation de Banque Maghreb, son mode de gouvernance, sa gestion, ses résultats et tous les aspects sur lesquels, naturellement, une banque centrale doit être vigilante puisqu'elle est soumise à une prudence qui est dictée non seulement de par son caractère d'institution constitutionnelle, mais également par le fait qu'elle est liée au monde et qu'il y a bien entendu des prudences et des règles prudentielles sur lesquelles elle est suivie également à son tour. Une analyse donc adaptée au contexte économique international, un contexte, rappelons-le, qui reste aujourd'hui en tout cas dans l'incertitude. Donc nous allons commencer à parler du plus important qui est la croissance, n'est-ce pas, Monsieur Arrafi, la croissance de 3,4%, donc une résilience donc de l'économie comme cela a été pointé du doigt dans ce rapport. Que peut-on dire sur cette performance économique? Ok. Bien sûr, le taux de croissance est parmi les indicateurs les plus importants pour apprécier la santé économique d'un pays. Seulement, il faut pousser la réflexion sur ce taux de croissance un peu plus loin, au-delà de cette perception quantitative, en essayant d'analyser quantitativement le delta entre l'année passée et cette année, et peut-être le pronostic de l'année suivante. Il y a des questions importantes, malheureusement, qui n'ont pas été soulevé ou par le rapport, parce qu'il faut questionner ce taux de croissance. Quel est son profil au Maroc? Certes, c'est une question qui a été maintes fois débattue et analysée par pas mal de rapports. Le dernier, c'est le rapport sous l'égide de l'ABAD, ça fait 5 ans. C'est-à-dire, quand je parle de profil de la croissance, est-ce que ce taux est suffisant ou pas? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est inclusif? Est-ce que c'est un taux de croissance pro-pauvre? Peut-être on peut avoir 7 ou même 6%, mais quel est son impact sur la population? Et justement, ce 3,4%, ce taux-là, ce n'est pas un taux qui peut être hissé à la mesure des attentes stratégiques du Maroc. Parce on s'attendait à mieux. Oui, parce que notre premier problème, c'est l'emploi. Et donc, un taux de croissance de plus, il ne peut résoudre que 30 000, d'après les simulations internationales, que 30 000 postes d'emploi. Et puis, de quoi il est constitué, ce taux de croissance? Ça, c'est la question cruciale qu'il faut poser. D'où vient la croissance au Maroc? Il vient qu'il n'a pas l'air de pleuvoir. On a un problème. Et ça, c'est un problème structurel au Maroc. Je pense qu'il est temps que le Maroc trace des stratégies en dépassant cette dépendance à la pluviométrie pour avoir plus de croissance. D'autant plus qu'il y a des risques qui sont associés à notre structure de taux de croissance. D'abord, on a toujours un taux de croissance qui est assorti à une augmentation. D'abord, à un taux élevé de déficit budgétaire et l'augmentation de la dette. Et c'est une antinomie. Donc il y a un paradoxe, en tout cas, qui est observé au niveau des chiffres. Et en plus, c'est un taux de croissance qui est assorti à un déficit jumeau.
c'est-à-dire un déficit au niveau de la balance commerciale, et aussi un déficit budgétaire. Qu'est-ce que ça révèle? Oui, parce que ça, c'est les Américains qui ont développé cet agrégat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le déficit JMO. Lorsque vous avez à la fois un déficit budgétaire et un déficit de la balance commerciale, signifie que nous ne sommes pas sous les cieux de l'équilibre économique. Malgré la croissance positive. Et puis, une sorte d'instabilité financière. Et le Maroc a connu une stabilité financière et parfois une instabilité monétaire dernièrement qui a été sanctionnée par le resserrement monétaire à travers les mesures qui ont été adoptées récemment ça, c'est un autre point de la politique conjoncturelle économique du Maroc. Mais quand on parle de taux de croissance, nous sommes dans l'analyse de la politique structurelle du Maroc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut en termes de taux de croissance. Ça, les analyses, et je pense la littérature économique en la matière, il y en a pas mal. Mais le plus important, il faut que le Maroc, aujourd'hui, table sur des secteurs à forte valeur ajoutée. C'est ça ce qui génère la croissance. Et la croissance, c'est la composante la plus importante du développement. Parce qu'il y a une différence entre le développement et on ne peut pas espérer une croissance sans formation de capital fixe. Et donc, capital fixe signifie l'investissement. L'investissement signifie que vous aurez une épargne. L'épargne signifie qu'il faut travailler. Et donc, je pense, moi, si je ne vais pas reproduire les théories économiques en la matière, je pense que la croissance, elle dépend dans une large mesure de ce qu'avait dit Sa Majesté le Roi, Jiddia, sur tous les plans. Monsieur Azirar, donc une croissance de 3,4%, une croissance positive. Est-ce que vous pensez également qu'il faut aller au-delà et beaucoup plus loin? Bien sûr, on espère aller au-delà, mais naturellement, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, et comme le dit justement le rapport de Moukamari, nous sommes en transition. Donc, il y a des investissements qui sont en cours, donc d'infrastructures. Le public est en train de faire les bases pour l'investissement privé. Donc, il y a un appel, bien entendu, du secteur privé, parce que c'est à ce niveau que se crée la valeur ajoutée et la croissance économique forte. Donc, on espère que ça se fait. Donc, il y a déjà des investissements directs étrangers et l'année en cours a reçu des investissements importants. Donc, il faudrait que l'on puisse continuer, surtout qu'il y a de nouveaux encouragements qui sont véhiculés par la nouvelle charte qu'il faut activer rapidement. Il y a aussi tous ces changements au niveau des CRI, au niveau des procédures, au niveau également local, donc des régions qui doivent adapter leur contexte pour recevoir justement les investissements étrangers et mobiliser également les investissements nationaux. Donc il y a ce contexte d'infrastructure, de transition, mais n'oublions pas qu'il y a également un poids important que subit le budget de l'État par justement la transition sociale voulue. Donc nous sommes en train de généraliser la protection sociale et cela coûte cher naturellement à l'État, donc au budget de l'État, mais c'est une base également fondamentale et durable sur laquelle peut se construire justement la croissance de demain. On ne peut pas aller sans capital humain assuré, bien entendu, de sa santé, de son éducation, de sa bonne retraite, etc. Donc, ce sont des éléments sur lesquels le Maroc est en train de travailler et c'est une transition qui va assurer justement le contexte d'une croissance économique beaucoup plus élevée pour le secteur privé parce que c'est cela le nœud gordien de la croissance économique. Il ne faut plus que l'État, bien entendu, reste seul sur l'investissement et sur la croissance économique aux 2 tiers. Il faudrait au contraire que les 2 tiers viennent, comme le veut le rapport justement sur le nouveau modèle de développement. Il faudrait que ça vienne du secteur privé. Et il y a des éléments aujourd'hui qui sont faits pour que le secteur privé, aussi bien étranger que national, puisse se mobiliser pour la durabilité et l'inclusivité de la croissance économique forte, durable et non dépendante d'un secteur
névralgique, sujet au climat, qui aujourd'hui, bien entendu, change de manière négative. Inclure davantage aujourd'hui le secteur privé pour booster la croissance et investissements qui vont de pair, ces investissements qui sont mobilisés de manière importante, en tout cas dans cette transition dont vous parlez, qui est une transition sociale et qui est une base sur laquelle se construit la croissance de demain. Monsieur Rafi, on parle donc de croissance, de ce taux de 3,4%. Vous l'avez dit, il y a ce paradoxe entre croissance et emploi. De la même manière, durant cette même année, les chiffres au niveau de l'emploi, ils étaient en baisse. On parle de 156 000 emplois qui ont été détruits. Je parle sous votre contrôle. Comment expliquer ce paradoxe? 157 000 postes, voilà, qui ont été détruits. En principe, il faut qu'il y ait une corrélation étroite entre la croissance, parce que c'est la croissance économique qui génère l'emploi. C'est l'investissement qui génère l'emploi. Et donc, pour générer l'emploi, il faut faire des investissements qui peuvent affecter le capital humain marocain. Malheureusement, avec ce taux de 3,4%, on ne peut pas espérer qu'il y aurait une absorption du chômage au Maroc, parce que les chiffres qui ont été annoncés ont peut-être uniquement reproduits, parce que c'est l'ACP qui travaille sur ces chiffres, mais qui ont été synthétisés par l'équipe de la Banque centrale. Donc on est à 13% avec 15,6% dans le milieu urbain. Donc le taux de chômage avec un sous-emploi qui atteint presque 10%. Donc la situation n'est pas tranquillisante. Une situation difficile, ça a été mentionné dans le rapport. Situation difficile, perte d'emploi, donc on a perdu 157 000. Alors maintenant, ça c'est le grand challenge du Maroc, et surtout que, que ce chômage il est concentré au niveau de la jeunesse, à concurrence de plus que 35%. Et au niveau des diplômés, c'est presque 20%. Et donc ce sont des chiffres alarmants. Alors, pour résoudre ce problème, l'équation, elle est simple. Combien on a d'actifs au Maroc? On a 11 000 actifs. La fonction publique, avec toutes ses composantes, que ce soit l'administration publique, ou les établissements publics, ou les collectivités territoriales, ne pourrait absorber que 800 000, moins de 1 million. Donc, on a plus que 10 millions où ils vont travailler. Ils ne peuvent travailler que dans le privé. Et donc, le vrai challenge aujourd'hui, c'est que le Maroc, il doit encourager l'investissement privé. Et l'investissement qui est générateur d'une part de la valeur ajoutée et générateur de l'emploi. Autrement dit, je vise l'industrie. Donc le Maroc aujourd'hui, il doit... Bon, déjà les prémices, ils sont là. Je pense qu'il faut qu'il aille des toilettages, voire des adaptations au processus qui est suivi. Est-ce que vraiment on a une économie industrielle? Les germes d'une économie industrielle. Vous allez me dire, il y a l'aéronautique, l'industrie automobile, ça mérite une discussion à part parce que ce sont des secteurs qui ont certaines spécificités qu'on n'a pas suffisamment de temps pour les débattre. On a eu l'occasion d'en parler, je pense que ça fait même pas 2 semaines que j'ai intervenu sur ce sujet dans une émission arabophone. Mais aujourd'hui, le challenge c'est l'industrie. Mais l'industrie, ça ne se fait pas avec les procédures ou la charte d'investissement. Moi, je considère que l'industrie, c'est une culture qu'il faut faire emmagasiner par le citoyen marocain. Le problème des Marocains, qu'on n'a pas une culture industrielle, on a une culture commerciale, on a une culture tlehemza, on a une culture de l'économie de la choukara. Je parle de la population de masse. D'accord. Aujourd'hui, le challenge, il faut que les Marocains aient une culture industrielle. Lorsqu'il veut investir, il peut penser à un projet industriel. Mais les Marocains, malheureusement, même pour les petits investissements domestiques, etc., ils pensent au commerce. Lorsqu'il a de l'argent, il peut réfléchir à un café, une station de repos, un spa, et des petits projets qui ne génèrent pas beaucoup de valeur ajoutée pour l'économie marocaine. Et donc, c'est au contraire par rapport à d'autres pays qui ont pu acculturer la population par une culture industrielle. On a des personnes qui ont de l'argent au Maroc, mais ils n'investissent pas dans l'industrie.
Ceux qui investissent dans l'industrie, et Dieu merci, au Maroc, il y a la vraie industrie, ce sont les investissements étrangers directs. Les MRE. Pas les MRE, les EED, les EED, investissements, oui. les EDE, les investissements directs étrangers. Ils ont cette culture pour implémenter des investissements industriels. Aujourd'hui, il y a un grand effort de la part de l'État au niveau des zones industrielles. L'implantation des zones industrielles, c'est très bien. Mais on a le verre dans le fruit dans le cadre de la mise en œuvre. Est-ce qu'au niveau de la mise en œuvre, on met la bonne équipe qui pourrait accompagner les investisseurs dans l'implémentation de leurs investissements? Je vous donne une petite illustration. Aujourd'hui, l'implantation et l'organisation d'une zone industrielle, fait partie des compétences propres de la région. Il nous semble sous l'égide de la régionalisation. Est-ce que vraiment les régions exercent cette compétence propre? Je me demande. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique, pas uniquement de création, la politique d'organisation, d'implémentation, d'accompagnement des unités industrielles est-ce qu'il est clair au Maroc? Je pense qu'on a beaucoup de littérature dessus, beaucoup de stratégies, mais au niveau de nos mises en œuvre, je pense qu'il y a à boire et à manger. En tout cas, un potentiel à exploiter, celui de l'industrie, se différencier. Un Maroc qui peut se différencier je veux par dire l'industrie. Je veux dire une chose, parce que c'est l'administration normalement qui pilote ce genre de projet. Est-ce que l'administration, elle a une culture industrielle? Elle a une culture de négocier avec un investisseur? Je pense que ça, c'est un autre point. C'est que nos fonctionnaires, les commis de l'État, il faut qu'ils soient aptes à agir avec un investisseur, à comprendre les soucis d'un investisseur. Faire davantage d'efforts dans les négociations, en tout cas. Parce que sinon, on va réduire la charte d'investissement, on va réduire tout l'effort que l'État est en train de construire avec peine à des procédures qu'il faut accomplir. Un effort colossal, plusieurs projets aujourd'hui qui sont mis en œuvre justement pour stimuler cette industrialisation au Maroc. Donc il faut aujourd'hui changer de mindset selon vous pour attirer les jeunes et créer tout un nouvel écosystème, en tout cas basé sur l'industrialisation et l'investissement privé. Monsieur Azerar, justement ce rapport, puisqu'on est en train de parler d'investissement, d'industrialisation et puis de ce capital humain qui est les jeunes, ce capital humain qui a été mis en évidence aussi et mis en valeur par ce rapport, ce capital humain qui est la force aujourd'hui du Maroc. Effectivement, parce que c'est l'élément essentiel, donc tout le monde le sait. Le capital physique est en train d'avancer, de se construire. Il y a naturellement un capital privé aussi assez fort qui s'est constitué et qui agit. Il y a une panoplie de petites et moyennes entreprises. Et c'est là, parce qu'elles sont créatrices d'emplois qu'il faut encourager. Là, il faut véritablement une politique intégrée, globale, d'encouragement justement de ces petites entreprises, parce qu'elles sont essentielles. Ce ne sont pas elles qui vont faire l'industrie. Elles vont faire de la sous-traitance, elles vont et aider justement les grands groupes à consolider le tissu industriel national. Et là, il faut absolument qu'elles aient un accès au marché essentiellement, parce que c'est là où le problème est important. Il faudrait aussi que les paiements soient souples, qu'ils soient faits à temps. Donc, ce sont des problèmes. Mais ceci dit, le Maroc change et donc nous sommes sur le plan de la structure du PIB, nous avançons puisque le secteur industriel est en train de prendre du poids. Donc, l'essentiel est de continuer. Il faudrait aussi que les champions nationaux puissent s'intéresser de plus près et de manière, et ils le font ces dernières années, donc nous le constatons, et ils s'insèrent de plus en plus dans les secteurs industriels. C'est une excellente chose. Des régions se diversifient, donc on n'a pas que Casablanca, Tanger, Kenitra, Agadir, donc d'autres régions aussi. Donc nous constatons qu'il y a une dissémination justement de la culture industrielle dans l'économie nationale. Ça augure de bonnes évolutions. Est-ce que c'est suffisant? Non, bien entendu.
Qu'est-ce qui manque? Il faudrait que les régions, et là j'insiste sur ce point, il faudrait que les régions elles-mêmes se mobilisent. Il faut que les élus locaux puissent se mobiliser parce que nous sommes en régionalisation avancée. Il faut que les régions elles-mêmes, naturellement, développent et promeuvent leurs ressources et leurs forces locales et les mettent à la disposition des investisseurs, qu'ils soient nationaux et étrangers. Et là, nous manquons, au niveau d'un certain nombre de régions, bien entendu, de potentiel à ce niveau. Il faudrait que l'État, à ce niveau, il est vrai, que l'État aide par la mise à la disposition justement des régions du capital humain compétent nécessaire. Jusqu'à présent, il y a une concentration de ce capital technique formé au niveau d'un certain nombre de régions. Il faudrait qu'il y ait un redéploiement et cela se fait parce que redéploiement, c'est facile à dire, mais il faut des structures d'accueil, bien entendu, dans les régions pour ces cadres, pour leurs familles. Et c'est en train de se faire. Il faut naturellement des écoles, il faudrait des universités, il faut des instituts, il faut également des hôpitaux, il faut un cadre de vie agréable dans les régions. Et tout ça, naturellement, est lié. Et nous avançons de toute façon. Il faudrait qu'on accélère le rythme parce que et nous avons des impératifs aujourd'hui qui nous imposent d'accélérer le rythme, surtout que nous avons pris des engagements en matière d'organisation d'un certain nombre d'événements mondiaux. Et là, nous sommes sur la voie, il faudrait qu'on continue. Vous l'avez dit, donc il faut accélérer la cadence, ces régions qui doivent se mobiliser davantage, et puis le fait d'assouplir aujourd'hui les procédures pour les PME afin de favoriser davantage cette industrialisation dont on parlait tout à l'heure avec M. Arafi. Donc on parle bien évidemment ici du capital humain qui est le cœur de l'économie marocaine. M. Arafi, puisque M. Azirar vient d'aborder le point de compétence quand on parle de capital humain. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui des formations qui sont à disposition, qui sont offertes en tout cas aux jeunes d'aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont adaptées aux besoins du marché? Je pense parmi les anecdotes qu'on a dans la comptabilité nationale, donc c'est cette antinomie entre la production totale des facteurs et la croissance économique. C'est-à-dire, comme vous le savez, le travail, on peut parler compétence, autrement dit, le produit de la compétence humaine. C'est le facteur le plus important pour produire. Il y a une triptyque. Si vous voulez produire quelque chose, il faut mélanger le travail, l'argent et l'infrastructure. Donc ça vous donne quelque chose, ce qu'on appelle le PTF dans notre jargon macroéconomique. Alors je dis, parmi les grands problèmes qu'on a, c'est que l'élément humain, est-ce que vraiment il contribue effectivement à la génération d'une bonne croissance? Ça ne veut rien dire aujourd'hui si vous avez des indicateurs qui sont alarmants et qui ont été bien affichés par le rapport de la commission qui a travaillé sur le nouveau modèle de développement. Presque 350 000 de personnes qui quittent l'école chaque année. Ça signifie qu'au bout de 3 ans, vous avez presque 1 million à l'extérieur de l'école, en dehors de l'école. Le secteur privé et la formation professionnelle n'est capable d'absorber que 50 000. Les autres, où ils vont? Avec ça, vous allez créer de la croissance. Vous avez, d'après des chiffres, que 60% des étudiants de la faculté des sciences quittent l'université dans la première année. Je ne suis pas en train de noircir la situation, mais c'est une situation qui est là. Nous réservons moins de 1% du PIB pour la recherche scientifique. Mais comment on parle de l'industrie? Comment on parle de la croissance alors qu'on ne donne pas beaucoup d'attention à ces éléments-là? Je ne connais pas un pays dans le monde qui a pu se développer alors qu'il a un problème avec l'enseignement, il a un problème avec la recherche scientifique. Donc, les illustrations, il y en a pas mal.
Donc, c'est parmi aussi les choses sur lesquelles que le Maroc doit travailler. C'est le capital immatériel. Ça, c'est le véritable capital immatériel. C'est Et la justement, compétence. et pourtant, ces formations, il y en a qui sont diversifiées, qui sont offertes. Il y a l'intelligence artificielle qui a été, qui est aujourd'hui au Et devant de la ça se scène. On réduit essaie pas à de ne ça. pas rater ce Le cap. plus Donc, important, c'est la recherche scientifique. Aujourd'hui, c'est la matière grise. Nous vivons dans une économie immatérielle. Et donc, si vous avez, par exemple, un téléphone, la matière première ne représente absolument rien. Mais il y a 80%, c'est la matière grise. Et donc, c'est ça ce qui génère la valeur ajoutée. Et c'est ça ce qui génère la croissance. Et donc, aujourd'hui, la croissance, elle réside dans la recherche scientifique, dans l'enseignement de qualité. C'est-à-dire, investir donc davantage dans ça, l'éducation, c'est selon vous. c'est axiomatique. C'est axiomatique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas besoin d'une démonstration. Donc, et donc, si on a toujours des problèmes avec notre système éducatif, on est en train de parler de l'abandon scolaire, on est en train de parler d'une université qui est mal classée à l'échelon international, on a des pseudo-centres de recherche, on n'a que le titrage, on n'a pas et donc, mais de quelle croissance on va parler? La croissance signifie l'innovation. Et donc, il faut sortir un petit peu des slogans, il faut sortir de déclarations de principe et aller au-devant. Et donc, aussi, dans le rapport de Banque al-Maghrib, il avait souligné le FinTech. Il a considéré que la technologie peut jouer un rôle très important dans le circuit monétaire. Un fonds dédié, justement. Il faut réfléchir de la sorte au niveau de l'économie réelle, pas uniquement au niveau de l'économie monétaire. Oui, on a pensé à FinTech parce qu'on veut pas rater ce cap de la réadapter technologie, justement. la vitesse de la circulation monétaire, oui. Alors, il faut reconnaître qu'on ne peut pas se développer en l'absence d'une stratégie et de sa mise en œuvre sur la réalité d'une recherche scientifique. Il faut encourager les chercheurs, les vrais chercheurs. On a un diaspora à l'échelon international qu'il faut profiter de leurs compétences. Aujourd'hui, je pense, il y a un grand titre, il faut le souligner. C'est très difficile, voire inimaginable, de parler d'une industrie ou de l'innovation alors qu'on a encore moins de 1% de PIB qu'on le réserve à la recherche scientifique. Voilà mon message. Un message entendu, une industrie qui, aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'export, génère beaucoup d'argent. Mais c'est de la sous-traitance. Des secteurs qui tirent l'économie justement marocaine, cette économie qui a su, on le rappelle, et selon donc, ce rapport nous le dit également, su être résiliente, se montrer résiliente face notamment au climat incertain de l'environnement international, avec tous les chocs extérieurs auxquels on a dû faire face après pandémie. Et puis, il y a eu cette inflation importée. Et justement, on va en parler de l'inflation. Je vais d'ailleurs interpeller M. Azar dessus, mais je vous laisse je vous rajoute, il n'y a pas uniquement la recherche scientifique, mais aussi il faut profiter de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on a le secteur automobile aéronautique. Il faut essayer de négocier dans les contrats que la sous-traitance soit avec des entreprises marocaines. Comme ça, on peut tirer profit de leur expertise et de leur savoir-faire et développer notre industrie nationale. Voilà. On en revient à cette donc, négociation avec les investisseurs, où on doit faire en tout cas mieux selon vous, Monsieur Arafi. Et donc on revient avec vous, Monsieur Azirar, sur ce point qui est celui de l'inflation. Nous avons parlé de la croissance, nous avons parlé de l'emploi, nous avons également parlé du capital humain qui a été mis en valeur lors de ce rapport. Et maintenant l'inflation, cette inflation qui à la fin de l'année en tout cas est redescendue à 6%. Et puis maintenant en 2024, on est à un moment où elle est stabilisée. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je crois que là, c'est vrai, donc, comme cela se passe à l'échelle internationale, le rythme d'inflation marocain est bien bas, heureusement, mais le ressenti reste encore assez sensible au niveau, bien sûr, des couches sociales névralgiques. Alors, heureusement qu'il y a ce soutien donc, il vient à point nommé. Donc mais il faudrait naturellement aussi, là c'est un autre problème, il ne faudrait pas que ce soutien soit éternel. Il faudrait naturellement aider les gens à trouver du travail et à créer de la valeur. Donc il y a donc l'inflation
c'est aussi, ce n'est pas seulement un problème monétaire, vous le savez, et d'ailleurs le rapport de Maghreb le dit bien. Donc ils sont en train de réfléchir sur une phase nouvelle, bien entendu, de ciblage de l'inflation. Donc ça veut dire qu'il y a un espoir donc de retrouver les choses différemment. Donc en agissant de concert avec la politique budgétaire pour qu'il y ait maîtrise de l'inflation de manière durable. Mhm. Alors, ceci dit, je crois que le rapport de Maghreb va, comme à son habitude depuis quelques années, il attire l'attention sur un certain nombre de problèmes sérieux. Et parmi les problèmes sur lesquels il revient donc, de manière, j'allais dire, continue, c'est celui de la corruption donc, et de la gestion du secteur public, de l'autre côté, donc, dont il demande une accélération de la réforme. Il demande aussi une accélération de la réforme de la loi organique des finances. Tout ça est lié. Alors, surtout que, naturellement, ces problèmes risquent d'aggraver encore plus la situation de l'emploi, surtout que le digital, bien sûr. Et là, c'est un peu le hiatus avec le digital, c'est que autant il peut relever le niveau de la productivité nationale, mais également les risques sur l'emploi sont réels, que ce soit chez nous comme à travers le monde. Donc c'est une problématique naturellement également de transition sur laquelle Mhm. il faudrait agir Mhm. de manière groupée donc, au niveau de toute l'économie nationale. Alors, heureusement qu'il y a des ouvertures, parce que là, le rapport n'en parle pas, parce que ce n'est pas l'année véritablement où cela s'est accéléré. Donc, c'est cette ouverture d'économie nationale accélérée sur l'Afrique, sur notre continent, et également cette orientation atlantique que le Maroc Mhm. est en train d'ouvrir. Et ce sont des fenêtres importantes, naturellement, de croissance aussi, sur lesquelles il faudrait agir et continuer à travailler. Alors, dans tous leurs axes, j'allais dire, donc l'axe énergétique, l'axe de croissance industrielle, donc là, les chaînes de valeur régionales, l'axe atlantique maritime et donc l'économie maritime. Donc tous ces éléments qui sont des sources nouvelles qui ont été ouvertes, c'est des fenêtres importantes de croissance sur lesquelles aujourd'hui le travail doit se faire et ils ne sont pas négligeables, ils sont importants bien entendu et ce sont aussi des sources d'appel importantes des investissements directs étrangers Mhm. sur lesquels il faudrait travailler. Il faudrait que nos projets, donc avec l'hydrogène, avec tous ces nouveaux projets sur lesquels nous devons travailler, qui sont source de croissance économique nouvelle, il faudrait que nos projets, bien entendu, soient bien ficelés et qu'on puisse les vendre convenablement à l'étranger. Il faut accélérer le rythme. Mhm. Plusieurs axes, vous l'avez dit, qui sont aujourd'hui importants, qui sont un potentiel de croissance pour l'économie nationale. Nous allons revenir sur la question de la transition énergétique un peu plus tard dans cette émission et sur justement ces investissements qui sont mobilisés au niveau de l'hydrogène vert. Monsieur Arafi, pour rester sur ce point qui est celui L'inflation. de l'inflation. Mm. Et pour revenir donc à notre sujet, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle qu'a joué aujourd'hui Banque El Maghreb, ou plutôt l'année dernière, pour justement stabiliser les prix? Oui, et dans les propos du rapport de Banque Le Maghreb, il avait dit qu'il y a un affaiblissement des tensions inflationnistes, tout en sachant que depuis le recouvrement de l'indépendance, toujours la politique du Maroc est une politique anti-inflationniste. C'est-à-dire que le Maroc a été réputé par les mesures sous, bien sûr, le pilotage de la Banque centrale de lutter contre les tensions inflationnistes. Malheureusement, après le Covid, il y a un infléchissement vers des tensions
inflationniste C'est une qui a été inflation expliquée. importée hein, Oui. de l'extérieur, Oui, rappelons-le. notamment, on qualifie que c'est une inflation majoritairement importée qui a atteint 10%. Maintenant, elle commençait à diminuer jusqu'à 2%. Mais la question n'est pas là, à mon avis. Pourquoi? C'est très difficile de convaincre un citoyen, un consommateur marocain, aujourd'hui, qui voit le coût de son panier a été multiplié par 2, par 3, de lui dire que le taux de l'inflation est 2 ou à 6%. Pour lui, c'est de l'insensé. Parce qu'il y a le Il n'arrive pouvoir pas à d'achat, faire la cette corrélation question de pouvoir d'achat, entre... Oui, je peux enseigner ça à mes étudiants en leur expliquant comment calculer le taux d'inflation, ses manifestations, etc. C'est très difficile de convaincre un citoyen marocain que ce chiffre, il colle avec votre réalité. Cela nous interpelle tous ou interpelle la HCP à revoir la manière dont il calcule le taux d'inflation. Parce qu'il le calcule à travers l'indice de coût de la vie et à travers un échantillon de 45 villes, pas tout le Maroc, et à travers aussi les indices de prix de gros et les indices industriels et minières. Aujourd'hui, je pense le panier ou le panel de calcul des prix, ça se fait sur 450 produits. Mais les Marocains, la majorité des Marocains ne consomment que moins de 50 articles ou produits de ce panier-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle qui a poussé certains pays, tels que l'Italie, à générer ce qu'on appelle l'inflation vécue. L'inflation qui est effectivement ressentie par le Maroc. C'est-à-dire, les Marocains ne consomment pas ces 450. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail. Moi, je convie aimablement l'ACP à réfléchir sur une autre manière de calculer le taux d'inflation, parce que cette manière de calculer le taux d'inflation, il me paraît trompeuse. Il ne retrace pas la réalité. Et l'économie, et dans ce cas-là, l'économiste devient comme un poète, pas comme un analyste. Et donc, je pense continuer à prendre l'indice de coût de la vie de cette manière pour calculer le taux de l'inflation. On est devant un indicateur très partiel. Alors aujourd'hui, sur les facteurs de cette inflation, c'est une inflation qui est importée, mais il y a aussi au niveau, par exemple, des matières alimentaires, nous avons un problème. On est en train d'importer de l'autosuffisance. C'est normal que vous aurez la cherté. Vous voulez dire d'exporter? Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi, je considère, je le dis haut et fort, il y a des produits marocains qu'il faut les tarifier. C'est comme le médicament, comme de l'eau. Au moins les 4 produits, les tomates, les oignons, les pommes de terre et les piments. Ça, ce sont des produits qu'il faut tarifier. Parce qu'il n'y a pas une table marocain qui est dépourvue de ces 4 produits. Mais faire priver les Marocains de leur capacité et de la possibilité, de leur minimum vital pour vivre, je pense ça, vous allez me dire qu'il y a une loi sur la liberté des prix, etc. Mais je pense que dans cette loi, il y a la possibilité pour les autorités de fixer les prix de certains matières. Parce que l'inflation, malheureusement, au Maroc, tous les émeutes du Maroc étaient à cause de l'inflation. Les émeutes qu'on n'aime pas que ça se reproduise un jour au Maroc étaient à cause de la cherté de la vie. Et surtout au niveau des biens de première nécessité. Une cherté de la vie qui a été donc importée à l'instar du monde entier. Je dis par exemple, un taux d'inflation qu'on doit revoir notre manière je suis d'accord avec taux d'inflation. Je suis d'accord avec l'amélioration de notre PNB, avec l'exportation, avec. Et puis il y a eu ces aides directes. L'amélioration de notre solde. Ces aides directes de l'État, justement pour. Je suis contre ça. J'ai dit et je le redis. Ça, c'est l'État de l'assistanat, ce n'est pas l'État social. L'État social, c'est autre chose. On est en train de véhiculer une idée erronée sur l'État social tel qu'il a été développé par la littérature économique. On est en train de véhiculer l'idée de l'État de l'assistanat. Et ça, l'État de l'assistanat a démontré ses limites à travers le monde. Donc, les gens qui vont recevoir, vous allez faire habituer les gens. C'est vrai, l'État, il doit intervenir, mais il doit intervenir intelligemment. Et je pense, le chef de gouvernement l'avait dit au Parlement. Il a dit qu'il y a risque que
ce soutien à la population génère la paresse. Un soutien de la population, en tout cas, qui essaye Génère de la d'augmenter paresse. le pouvoir d'achat dans ce contexte où je vois, moi, je vois l'État social dans la théorie de ruissellement, ce qu'on appelle la théorie de ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut encourager l'investissement, et l'investissement qui va créer l'emploi, et les gens, ils vont aider eux-mêmes. Mais tabler sur cette politique sociale, oui, on peut résoudre un problème. Qui est aujourd'hui le Maroc, la preuve, je vous dis la preuve. La preuve, c'est que le Maroc a toujours été un État social depuis l'indépendance, surtout avant l'ajustement structurel. Mais est-ce que ça a donné de bons résultats? Je ne pense pas que ça a donné de bons résultats. En tout cas, il y a encore du chemin à faire et plusieurs efforts sont mobilisés par les acteurs aujourd'hui. Moi, je dis les choses scientifiquement et suivant les analyses de benchmarking et suivant les leçons qui sont tirées des économies internationales. Les solutions qui sont mal réfléchies aujourd'hui, ce sont les problèmes de demain. La génération actuelle, elle est en train de souffrir des mauvaises décisions qui ont été prises aux années 70. On a tout subventionné. Le résultat, c'est qu'on a fini avec un ajustement structurel. Voilà. Vous appelez donc à plus de durabilité. L'investissement. Moi, je trouve que notre challenge, c'est l'investissement. L'investissement et la croissance. Merci à vous, Monsieur Azer. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes pour finir l'émission, donc je vais donner, Monsieur Rafi, pardon, je vais donner l'occasion à Monsieur Azer de nous parler justement de cet autre point donc, dont on parlait tout à l'heure, qui a été abordé par ce rapport, qui est la transition énergétique et l'hydrogène vert. Des investissements colossaux, puisqu'on parle aujourd'hui d'investissements dans des projets justement d'avenir, pour l'avenir de la planète. Bien, je crois que vous suivez, on suit l'actualité. Il y a donc le foncier dédié à l'hydrogène a été défini. Il y a donc une promotion qui est en train de se faire. Donc nous espérons, donc là il faut faire vite, il faudrait, parce qu'il y a de la concurrence justement en la matière, pour attirer les investisseurs étrangers, mais également avec les investisseurs nationaux, pour que l'on puisse rapidement concrétiser justement cette... Alors là, il y a l'OCP qui est parmi les acteurs principaux, parce qu'il est lui-même concerné comme consommateur, bien sûr. Et il y a toute l'économie nationale donc à décarboner, parce que donc toute la décarbonation de l'industrie nationale est liée à une production du renouvelable qui doit se retrouver dans toute la production nationale, aussi bien pour le marché local, mais surtout à l'export. Donc tout ça est lié, surtout aussi que l'urgence hydrique fait que nous sommes allés et nous allons sur la désalinisation à large échelle. Et cette désalinisation, bien sûr, est liée aussi à la production de suffisamment d'énergie propre, peu coûteuse. Et donc, tout ça est lié. Donc, c'est là un projet véritablement de gouvernement, j'allais dire, sur lequel il faudrait que tout le gouvernement se mobilise de manière sérieuse, nuit et jour, pour qu'on puisse naturellement activer la réalisation de ce projet qui est éminemment à la base de beaucoup de choses pour accélérer la croissance, pour créer de la valeur ajoutée et pour véritablement continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il n'est plus question de revenir en arrière, donc plus réfléchir sur la libéralisation, donc est-ce qu'on doit tarifer, pas tarifer, tout ça c'est du passé. Il faudrait donc la feuille de route est tracée. Il faudrait que l'on puisse bien entendu aller vers l'investissement privé, aller vers des coûts de facteurs de production suffisants et qui existent, en particulier bien sûr la ressource humaine et la ressource énergétique, bien entendu. Ce sont les deux éléments sur lesquels il faudrait travailler le plus rapidement possible.
La transition énergétique, donc, pour générer aujourd'hui de la croissance et de la valeur ajoutée. Monsieur Arafi, un dernier mot pour conclure très très rapidement. Et justement, si vous pouvez nous parler du processus de redressement budgétaire qui s'est poursuivi durant cette année selon ce rapport et le déficit qui s'est réduit très rapidement, juste pour conclure, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Je pense ce que l'État sujet. est en train de chercher l'argent partout aujourd'hui, que ce soit à travers les procédures de recouvrement forcé, en mobilisant les ATD, et aussi à travers des ressources non fiscales telles que la monétisation de l'actif de l'État. Ça va résoudre les problèmes de trésorerie de l'État, mais je ne pense pas que ça va résoudre les problèmes de déficit budgétaire. Donc, on peut avoir de l'argent maintenant, mais au niveau de la structure de budget, il n'y a pas beaucoup d'impact aujourd'hui. Parce que les structures fiscales ne sont pas touchées d'une manière profonde. Et aussi, au niveau de structures non fiscales, les marges sont assez limitées. Donc aujourd'hui, il faut rationaliser les dépenses, je pense. Rationaliser davantage les dépenses. Merci à vous, Monsieur Ahmed. Hassan Arafi, je rappelle que vous êtes professeur en finances publiques à la Faculté des sciences juridiques et sociales Mohamed V de Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous également, Monsieur Ahmed Azirar. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur de recherche à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Très bonne soirée.